Bonjour à tous. Merci, Monsieur Bénard. Je me doute que sur Teams, les personnes que vous voyez afficher bougent, là, donc je suis la personne en chemise qui a une porte blanche dans mon dos. Merci à tous d'être ici. Je vais vous projeter la présentation sur le champ. Euh, J'espère vous me parlerez si faites-moi signe si jamais la présentation n'affiche pas. Euh, il y a de ça, je vous dirais, un peu bientôt un an, donc à l'automne 2019, lorsqu'on a publié le dernier plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec Distribution, nous avions amorcé puis tenu quelques rencontres, quelques échanges avec des gens de l'industrie, certains milieux communautaires, des influenceurs, des gens du milieu. Puis ce qu'on avait fait, c'est évidemment un peu présenter rapidement c'était quoi les grandes lignes du plan d'approvisionnement. Mais on vous avait dit, parce qu'il y avait une grande nouveauté, puis on y reviendra dans le plan, on vous avait dit, on va vous revenir avec une consultation. Donc aujourd'hui, c'est le début de cette étape-là de consultation qui pour nous est absolument essentielle pour la suite des choses. Pourquoi? Parce que le plan d'approvisionnement qu'on a déposé le 1er novembre 2019, c'était le premier depuis plusieurs années où ce qu'on annonçait au marché, c'était nous allons être courts en énergie sur les 10 prochaines années. Donc, on disait, et on vous montrera les chiffres un peu plus tard, on disait, contrairement à ce qu'on disait depuis plusieurs années, qu'on avait des excédents, de l'énergie inutilisée, le mot surplus, il y avait plusieurs termes qui étaient utilisés dans les médias. Là, ce qu'on disait, c'est, bien, il en reste encore, mais c'est la fin de cette période-là. Avec l'électrification, vient une augmentation des besoins pour de l'électricité et on va devoir procéder à une nouvelle stratégie d'approvisionnement dans les prochaines années parce qu'on va éventuellement en manquer. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler à l'industrie puis de mieux comprendre vos réalités, de tous les types de technologies, de tous les types d'énergie, des vieux parcs, des nouveaux parcs, des différents types de manufacturiers, différentes générations, différentes réalités aussi de milieux, pour être capable de, lorsqu'on va vouloir procéder à un nouveau processus d'approvisionnement, une nouvelle stratégie d'approvisionnement, d'avoir la réalité des joueurs existants, des infrastructures existantes pour être capable d'optimiser ce qu'on est capable de faire avec nos infrastructures. Je le dis d'emblée, il y a beaucoup de choses qui sont écrites des fois dans les journaux, puis des fois, Hydro-Québec, c'est comme si c'était une entité. Puis oui, Hydro-Québec, c'est une entreprise qui est très connue pour ses infrastructures d'hydroélectricité. Mais chez Hydro-Québec Distribution, nous, on a l'obligation par la loi, puis je vous en assure, on est agnostique de la source d'énergie. Notre objectif, c'est d'approvisionner de la façon la plus responsable, durable, compétitive, l'énergie requise pour les Québécois. Donc, il faut que ce soit sécuritaire pour les Québécois, à bon prix, avec un bon impact sur le Québec. C'est ça notre stratégie. Donc, nous, on n'est pas attaché à une source d'énergie comme la grande hydro. Ce qu'on veut, c'est le mix énergétique qui nous permet d'optimiser l'approvisionnement pour les Québécois. Ça, c'est la démarche qu'on lance. Aujourd'hui, ce qu'on veut d'abord mettre la table, rapidement, petite présentation, c'est quoi nos exigences réglementaires sur les approvisionnements? Donc, c'est quoi le cadre dans lequel, le carré de sable avec lequel nous, on travaille? C'est quoi nos prévisions de croissance? Donc, c'est quoi les opportunités pour les promoteurs, les producteurs d'électricité pour la prochaine décennie? Puis, on veut vous présenter un peu la démarche de consultation qu'on amorce aujourd'hui, mais dont les étapes principales sont encore à venir. Donc, d'abord, puis après ça, je prendrai vos questions. Là, donc, je vous invite à. Ma présentation là, va durer une dizaine de minutes. Là, donc, je vous invite à me laisser passer au travers, puis ensuite, on prendra les questions. Il y a deux grandes lois qui gouvernent un peu nos approvisionnements, puis notre cadre réglementaire. C'est la loi sur Hydro-Québec, puis la loi sur la Régie de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui est couvert par ces lois-là? Bien, il y a la question qu'on entend souvent parler des appels d'offres, des stratégies d'approvisionnement. Il y a un cadre, puis il y a des choses qui sont visées par ça. Puis ça doit se regarder en parallèle avec toutes les questions autour de l'éthique. Puis ça vise à faire quoi? Ça vise à s'assurer qu'Hydro-Québec Distribution, dans le choix de ses approvisionnements, va faire le choix qui est le plus durable, optimal pour le Québec, pour les Québécois qui consomment l'électricité. Donc, il y a eu des nouvelles qu'on a vues passer par rapport à des
des associations, des partenariats d'autres divisions d'Hydro-Québec avec des promoteurs d'électricité. C'est réel, ça existe. Mais ces lois-là, les codes d'éthique, puis toute la réglementation qui entoure, visent à s'assurer que quand Hydro-Québec Distribution détermine sa stratégie d'approvisionnement, puis toute la supervision que la Régie de l'énergie fait, c'est que c'est fait de façon objective dans l'intérêt du Québec et non pas dans les intérêts d'une technologie ou d'un fournisseur en particulier. Pour nous, ça, c'est central au cadre, puis à la suite des choses. Donc, c'est quoi la suite des choses que nous, on envisage? Donc, les deux prochaines planches, on vous montre qu'est-ce que nos bilans en énergie puis nos bilans en puissance disent dans le plan d'appro. Donc, au lieu d'aller lire les centaines de pages de documents, si vous êtes un promoteur, un manufacturier, un influenceur, une partie prenante, ce qu'il faut retenir, c'est au niveau de l'énergie, ce qu'on anticipe, c'est qu'à compter de 2027, aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de la demande et l'évolution de ce qu'on a comme engagement contractuel pour approvisionner le Québec, nous sommes déficitaires à hauteur de 0,7 TWh dès 2027. Et ce que vous voyez sur la troisième ligne du petit tableau à gauche, c'est que ce 0,7 TWh-là, il grandit jusqu'à 2,6 en 2029. Puis je peux vous le dire, on n'a pas un bilan qu'on présente, mais à mesure que l'électrification augmente dans le temps, donc que les besoins en énergie augmentent, puis qu'il y a des contrats qui viennent à échéance de tout type de promoteurs, bien, ce besoin-là, il ne fait que grandir. Donc, dans les prochaines années, à compter de 2027, ce qu'on dit, c'est ça prend des nouveaux contrats qui rentrent en service dès 2027 parce que sinon, on va manquer d'énergie. Puis à droite, pour ceux qui sont moins familiers, on vous a fait une représentation de comment on voit ça qui en manque. Ben, on part d'en bas, puis vous l'avez pour chaque année. Donc, on a un contrat patrimonial qui est passé par décret. C'est connu, ce que les gens appellent le bloc patrimonial. C'est la portion bleu marin. Donc, ça, on a accès, Hydro-Québec Distribution a accès à cet approvisionnement-là à 3 sous à peu près. C'est le chiffre qui est souvent mis dans les médias, à partir du producteur. Après ça, en bleu plus pâle, on a une série de contrats dits post-patrimoniaux. Ça, c'est ceux qui, à travers les années, ont été engagés avec le distributeur suite à des décrets, suite à des appels d'offres, suite à des programmes. Puis ça, c'est tous des contrats long terme qu'on a avec des tiers qui ne sont pas Hydro-Québec Distribution. Donc, ça peut inclure Hydro-Québec Production, qui, dans certains cas, a gagné certains appels d'offres, comme ça inclut de la biomasse, de l'éolien, de la petite hydro. Donc, c'est ce qui compose ça. On sait qu'on est capable, dans le foncé en haut, on est capable de miser sur nos marchés voisins, l'Ontario, le nord-est américain, pour se dire, ben, quand il nous en manque juste un petit peu dans certaines heures, plutôt que de prendre un contrat pour en avoir toute l'année, si c'est juste quelques heures où il m'en manque, je peux miser sur des importations d'électricité. Mais il y a un maximum avec les lignes d'interconnexion, sur quoi je peux miser en étant sécuritaire. Puis, la ligne orange, c'est ma vraie demande. Donc, comme vous voyez, à partir de 2026, 2027, il y a un petit assuré blanc qui dit, ben, il en manque. On va en manquer. C'est ça qui nous mène à dire, ça va prendre des nouveaux approvisionnements. En puissance, donc c'est pour l'heure où la demande est le plus élevée. Donc, il faut s'assurer qu'on a assez d'énergie pour passer à travers l'hiver, puis l'année, mais il faut aussi en avoir pour l'heure où la demande est le plus élevée. Donc, on fait la même logique. Qu'est-ce qu'on a sous contrat pour approvisionner une heure? Puis qu'est-ce qu'on anticipe à être le besoin qui pourrait être le plus élevé dans cette heure-là? Donc, même chose, donc c'est ce qu'on appelle la puissance. Dès 2025-2026, l'hiver 2025-2026, on anticipe être déficitaire en matière de puissance. Donc, même chose à gauche, vous le voyez, on a notre contrat post-patrimonial, on a notre contrat patrimonial en bleu foncé, on a nos contrats post-patrimoniaux qui incluent Hydro-Québec Production, l'éolien est là, la petite hydro, tout hydro, la biomasse. On mise de plus en plus, vous le voyez en jaune, ça c'était la grosse annonce lorsqu'on a sorti notre plan d'approvisionnement à l'automne. On entend miser de plus en plus sur des moyens de gestion de la demande de puissance, ce qui revient à dire avant de bâtir des infrastructures ou de signer des contrats avec des tiers, qu'est-ce qu'on est capable d'envoyer comme signal à notre clientèle pour que notre clientèle essaye de s'effacer. Donc, c'est une façon, si on veut, de baisser le besoin au lieu de l'alimenter. Puis après ça, on achète sur les marchés, mais comme vous le voyez, rapidement, dès l'hiver 2025-2026, il y a un écart entre la somme de ce qu'on est capable de faire puis la demande. Donc, de ce côté-là aussi, on anticipe avoir des nouveaux besoins en approvisionnement
dès 2025-2026. Je le dis d'emblée, au cas où j'aurais une question à la fin, là, évidemment, ça, on a sorti cette prévision-là de la demande. Donc, les contrats, c'est les contrats, ça n'a pas bougé, mais les lignes de demande, la ligne rouge en haut, on l'a sorti à l'automne 2019. Évidemment, c'était avant la pandémie actuelle. La pandémie a des impacts importants sur l'économie du Québec, donc crée une pression à la baisse sur la demande d'électricité. C'est public, c'est dans le journal. Ceci dit, l'horizon sur lequel on anticipait avoir des besoins, donc lorsqu'on parle de 2025-2026 en puissance ou de 2027 en énergie, c'est un horizon sur lequel aujourd'hui on n'anticipe pas que la pandémie va encore avoir des effets. Donc, bien que ça crée, je dirais, du bruit à court terme, à long terme, 25, 26, 27, notre message de dire que ça va prendre des nouveaux contrats d'approvisionnement, il demeure vrai. Peut-être j'inviterai les gens à se mettre sur mute. Fermez le micro, merci. Donc, bref, la pandémie, c'est pas quelque chose qui change le portrait qu'on discute avec vous aujourd'hui. Le besoin pour des nouveaux approvisionnements de long terme, il va demeurer malgré la pandémie, basé sur ce qu'on anticipe aujourd'hui. Donc, vous le voyez, les nouveaux besoins qu'on a à approvisionner dans les prochaines années, c'est ce qui nous a mené à dire publiquement que dans les prochaines années, on allait devoir aller de l'avant avec une nouvelle stratégie d'approvisionnement pour avoir des nouveaux contrats. Cette nouvelle stratégie-là, on est très conscient, là, si on veut avoir un nouvel approvisionnement en puissance en 25-26 ou en énergie en 27, ben, on ne peut pas attendre de lancer une démarche à la fin de l'année 2024. Ça prend, puis c'est un message qu'on a très bien entendu de l'industrie quand on a fait des échanges à l'automne. C'est-à-dire, ben, moi, si j'ai un parc qui a une stratégie de maintenance, c'est pas la même chose comment je vais l'opérer si vous me dites que finalement, je vais pouvoir avoir un contrat pour un 10, un 5, un 10, un 15, un 20 ans supplémentaire, ou si quand mon contrat vient échéance, il faut que je démantèle. Je dois le savoir avant. Dites-moi-le pas à la dernière seconde, parce que dans ce cas-là, je ne peux pas prendre les meilleures décisions optimales pour l'opérer. Ça fait partie des objectifs. C'est pour ça qu'on se lance aujourd'hui. Donc, la consultation, ce qui est la démarche qu'on entend suivre. Aujourd'hui, c'est le lancement. Je vous fais rapidement cette présentation-là. Par la suite, on répond à quelques questions. Mais ça va se suivre par dès le début de la semaine prochaine, lundi, normalement, vous allez recevoir un questionnaire à chacun d'entre vous, à chacune de vos organisations, pour mieux comprendre la réalité de votre réalité personnelle, je dirais, dans le cadre des approvisionnements. Donc, autant en matière de technologie, de fiabilité, d'évolution des prix, de réalité communautaire, qu'est-ce qui se passe dans votre milieu? L'objectif, c'est d'avoir un premier portrait que vous êtes capable de nous brosser le mieux possible de qu'est-ce qui se passe de votre côté de fournisseur versus de notre côté d'acheteur. Donc, ça va être le premier élément. Puis par la suite, donc on va vous donner le temps de répondre à ces questionnaires-là. Puis, milieu de l'été, on va avoir récolté ces informations-là, puis on va lancer des groupes de discussion plus tard, à la fin de l'été, pour être capable, encore une fois, de venir creuser certaines tendances. L'objectif, c'est de permettre à l'industrie et les parcs existants, les infrastructures existantes, de brosser le mieux possible le portrait de leur réalité pour qu'on puisse le prendre en compte pour optimiser nos infrastructures existantes dans le but d'avoir la stratégie d'approvisionnement le plus à l'avantage du Québec pour l'avenir. Pour nous, c'est très clair. Pour y arriver, il faut comprendre le mieux possible votre réalité de votre côté. Donc, ces 3 étapes, aujourd'hui, on se parle un peu, c'est 1 heure, c'est rapide, mais ensuite, on va mettre un peu plus de viande autour de l'os, comme on dit, à partir du questionnaire, puis on va aller creuser davantage par la suite avec les groupes de discussion. Donc, si vous avez des idées pour les groupes de discussion, vous nous contacterez pour vous assurer de pouvoir y participer. Devant vous, j'ai mis le calendrier. Donc, évidemment, cette rencontre-là qu'on fait aujourd'hui, qu'on vous avait annoncée à l'automne, c'était avant la pandémie. On aurait souhaité la tenir en personne. Pas chacun chez nous dans une chambre à coucher ou un sous-sol. Mais malgré l'été et la période estivale, on pense que ça nous donne suffisamment de temps. On a visé à jamais donner des échéances trop serrées parce qu'on sait qu'il y en a certains qui partent en vacances, puis des fois, c'est des petites équipes, donc il n'y a pas 12 personnes qui peuvent répondre aux questions. Donc, on pense qu'on a réussi à aérer ça suffisamment, ce qui nous mènerait à un rapport final à la mi-octobre, ce qui nous donne le temps par la suite de discuter des prochaines étapes.
On vous a mis dans la présentation qui sera disponible, donc l'adresse courriel, si vous avez des questions. J'ai eu beaucoup d'appels par rapport, on a eu des petits enjeux technologiques pour la planification de cette rencontre-là. On en est désolé. Si dans l'avenir, vous avez plusieurs personnes m'ont écrit à moi directement, je me suis toujours assuré de faire suivre puis de faire tout ce qui est en notre possible pour adresser les enjeux. Vous avez là une adresse si vous avez des questions éventuellement sur le processus, une interrogation, un enjeu technologique, c'est la place où écrire. De la même façon, il y a un site web qui est créé sur lequel les informations vont être rendues disponibles. Donc, ça, je pense que ça va être un bon outil pour rendre l'information de façon transparente disponible à l'ensemble des joueurs. Ça fait le tour pour moi. Je serais bien content d'avoir vos questions puis de vous donner les informations. Peut-être un dernier point, évidemment. Merci à peu près la centaine de personnes qui se sont déplacées, qui sont raccordées, connectées pour être avec nous aujourd'hui. Je ne suis pas seul d'Hydro-Québec, donc si vous ne me voyez pas prendre des notes, j'ai plusieurs de mes collègues, des gens avec qui on travaille, qui sont là aussi pour noter. Donc, si aujourd'hui vous me posez une question et que je n'ai pas la réponse, on va s'assurer de vous revenir. Là. On vous assure, l'objectif, c'est de débuter une approche de collaboration. Puis, on commence de cette façon-là. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Réaume. Je vais vous inviter là, à départager, à cesser de partager votre écran. Voilà, pour qu'on voit les participants. Alors, j'ai déjà plusieurs questions que je vais rapidement résumer dans quelques instants, mais dans un premier temps, je vais vous rappeler un peu les consignes pour cette période de questions. La première des choses, effectivement, quand vous ne prenez pas la parole, s'il vous plaît, fermez votre micro. La deuxième des choses, on va privilégier ici des questions qui sont liées à la compréhension de la présentation qui vient de vous être faite, donc soit sur les besoins en approvisionnement ou encore sur la consultation. Comme on est quand même assez nombreux, là, on va vous demander de poser peut-être juste une seule question par personne. Si vous en avez d'autres de ces questions-là, comme on vous l'a indiqué, vous pourrez les poser en utilisant l'adresse courriel fournie à cette échelle. Alors, il y a eu une première question qui a été posée de Paolo Catalan qui, en fait, Dave, à laquelle vous avez déjà répondu, je crois. Est-ce que la prévision de croissance tient compte de l'effet de la COVID? Alors, rapidement là-dessus. Oui, donc la réponse simple, c'est non, dans le sens qu'elle avait été divulguée avant la COVID. Toutefois, sur les horizons, donc si vous regardiez notre prévision 2021-2022, je vous dirais peut-être pas ce qu'il y a de plus fiable, parce qu'évidemment, on n'avait pas inclus cet effet-là. Par contre, quand on regarde sur les horizons où on parle des nouveaux approvisionnements, on ne pense pas qu'il y ait un impact significatif de ce côté-là. Parfait, merci. Normand Mousseau nous pose la question, pourquoi la puissance et l'énergie accessible diminuent-elles à partir de 2024-2025? Est-ce qu'il s'agit des contrats éoliens? C'est notamment les contrats éoliens, mais aussi des contrats, par exemple, avec Hydro-Québec Production. Donc, on a dans le plan d'approvisionnement le document complet plus le détail de quel contrat, mais essentiellement, c'est des contrats existants qui viennent en fin de vie. Donc, on manque d'énergie et de puissance pour deux raisons. La demande augmente avec l'électrification, mais il y a des gens, par exemple, qui ont signé un contrat en 2008, dont le contrat vient à échéance en 2028. Donc, évidemment, compte tenu qu'on n'a pas déjà un engagement contractuel, on se doit de les retirer des bilans. Ce que ça veut dire, là, je tiens juste à le préciser, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de bâtir des nouvelles infrastructures pour continuer d'assurer l'approvisionnement. L'infrastructure existante n'est pas sous contrat, mais elle existe encore. Si elle a un préavis suffisant, probablement qu'elle peut repartir pour un certain nombre d'années. Donc, c'est vraiment une vision de qu'est-ce qui est engagé contractuellement et non pas des capacités de production du Québec. Merci. Pierre-Élivieux Pinault demande pourquoi les achats à court terme grandissent entre 2020 et 2025 et ne sont pas considérés comme des besoins nécessitant un approvisionnement additionnel. Bonne question. Ils grandissent parce qu'actuellement, il y a une augmentation de la demande. Donc, aujourd'hui, à mesure qu'il y a une augmentation de la demande, si je garde ça simple, imaginez qu'il y a 2-3 ans, quand on avait pas mal de surplus, on avait besoin d'importer de l'électricité, mettons, 50 heures par hiver. Puis à mesure que la consommation électrique augmente, le nombre d'heures où on doit importer augmente dans l'année. La quantité qu'il faut importer à chaque heure augmente dans l'année. Puis éventuellement, donc avec les règles, avec les réseaux voisins,
on a établi c'est quoi le niveau sécuritaire maximum sur lequel on peut compter en matière d'approvisionnement. Donc, le maximum, c'est, on l'a mis, c'est la taille du bâtonnet. Disons 1100 MW, par exemple, pour une heure en puissance. C'est 1100 MW qu'on met dans nos bilans. On dit ça, c'est le maximum qu'on peut compter. Le jour où on va faire un approvisionnement, je vous donne un chiffre simple, si on manquait 1500, on ne va pas juste nécessairement faire un approvisionnement pour 400 pour viser d'arriver à 1100. Ce 1100-là, en théorie, c'est un peu notre buffer. C'est un outil de court terme quand les demandes varient, quand les contrats varient, pour être capable de gérer. Donc, dès qu'on en manque un petit peu, on ne va pas tout de suite en appel d'offres parce que ça nous donne plus de flexibilité pour voir venir l'avenir. Par contre, on ne vise pas non plus de toujours être au maximum des contrats des achats court terme. Merci beaucoup. Il y a Catherine Primo qui nous demande si, dans les hypothèses actuelles, on considère ou non le renouvellement de certains contrats en cours. Notamment, elle mentionnait qu'on indique des nouvelles mises en service pour 2027, mais que le graphique de bilan d'énergie montrait une section contrats et moyens de gestion réduite à partir de 2027. Donc, je reviens à sa question. Est-ce que dans les hypothèses actuelles, on ne considère pas le renouvellement de certains contrats en cours? J'ai compris deux choses. Donc, on ne considère pas le renouvellement des contrats. Par contre, comme vous le dites, il y a encore il y a des promoteurs, il y a des parcs qui se bâtissent encore. Ceux-là sont pris en compte. Donc, s'il y a un nouveau parc qu'on prévoit qui va rentrer en service en 2023, 2024, 2025, il est dans la prévision. Si vous voyez par contre une diminution en 2027, par exemple, c'est qu'il y a plus de parcs qui viennent en fin de contrat que de nouveaux contrats qui sont censés rentrer en service en 2027. Parfait, merci. On a une autre question de M. Pinault. Je vais lui laisser la poser en live plutôt que la lire ici. Là. Alors, M. Pinault. Oui, bonjour, merci. En fait, c'est par rapport au potentiel d'efficacité énergétique que Hydro-Québec a fait dans le passé. Le dernier qui est public, qui date de 2010-2011, globalement, il y avait près de 30 TWh de potentiel technico-économique qui avait été identifié. Ma question est double. Est-ce que Hydro-Québec Distribution va mettre à jour ce PTE? Et la deuxième question, c'est comment est-ce que c'est intégré dans les consultations sur l'approvisionnement? Parce que ça pourrait potentiellement être une source d'énergie et de puissance fort intéressante. Et donc, dans le cadre de la discussion, comment est-ce que vous allez l'intégrer? Je vais commencer peut-être, M. Rayon, par la deuxième question, en fait, qui est est-ce qu'effectivement, dans les consultations, on va considérer les questions d'efficacité énergétique? Commençons avec celle-là. Nous, on le constate chez nous, l'objectif de cette consultation-ci, ce n'était pas de aussi tenir compte des joueurs en efficacité énergétique, dans le sens que ce qu'on prévoit pour cette consultation-ci, c'est vraiment la réalité des promoteurs, des manufacturiers pour des moyens de production. Donc, ça, c'est la démarche de consultation. Toutefois, par rapport à la première question, d'abord, oui, on a lancé au début 2020, en fait à la fin 2019 puis début 2020, un nouveau PTE, un nouveau potentiel technico-économique en matière d'efficacité énergétique. Les contrats ont été donnés, c'est des firmes connues du Québec dans ce domaine-là qui les font, autant dans le secteur résidentiel, commercial qu'industriel. Donc, ces travaux-là sont en cours, puis vont être disponibles vers la fin de l'année 2020. Donc ça va être fait, puis pouvoir être rendu disponible à travers les différentes tribunes de ce côté-là. Et dans le cadre de la prévision de demande, donc quand vous regardez les bilans qu'on voyait tout à l'heure, puis on voyait l'évolution de la demande, donc des ventes au Québec, ça tient compte de l'hypothèse d'efficacité énergétique qu'on met. Donc évidemment, l'évolution de la demande, elle serait plus forte si on n'incluait pas de l'efficacité énergétique. Sur l'horizon du plan, c'est 5 TWh d'efficacité énergétique qu'on anticipe qui va se faire avec les programmes d'Hydro-Québec. Merci beaucoup. Il y a Stéphane Boyer qui demande qui fournit les contrats d'achat à court terme et est-ce qu'on prévoit faire des appels d'offres pour ces besoins-là, comme ça a été fait dans le passé? Quand on dit des appels d'offres pour ces contrats-là, peut-être qu'il faudra revenir à la question. Alors, je suis pas sûr de la comprendre. Très bien. Alors, M. Boyer, peut-être si vous voulez préciser votre question en ouvrant votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, merci. Oui, parfait. En fait, c'est ça, sur la question des besoins grandissants.
en achat court terme. Dans le passé, il y avait des appels d'offres qui étaient lancés par HQD. On n'en voit plus. Est-ce que donc pour ces besoins grandissants qui sont même avant 2026, est-ce que vous prévoyez faire des appels d'offres? Je tiens peut-être juste à préciser quelque chose. On n'a pas un besoin grandissant d'achat court terme. On a une augmentation de la demande au Québec. Puis, plutôt que dès que les besoins augmentent à chaque fois, de tout de suite y aller avec des nouveaux appels d'offres, par exemple pour des contrats long terme, 20 ans, on s'appuie sur une portion grandissante d'achats court terme, le temps d'aller de l'avant avec des nouveaux approvisionnements long terme. Au niveau de ces achats-là court terme, oui, on procède à chaque année avec des appels d'offres pour identifier, pas des appels d'offres, mais on travaille avec une série de contreparties qui peuvent soumissionner à chaque jour, chaque heure, lorsqu'on a besoin de faire des approvisionnements. Donc, ça, c'est un processus aussi transparent qui ensuite, il y a une réduction de compte à la Régie de l'énergie. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur comment participer à ces achats-là court terme, on pourra vous revenir avec la procédure. D'accord, merci. Très bien, merci. Navid Sefkar, I hope I'm pronouncing your name well, is asking, what generation technologies are you considering in the future generation mix? Is there a list of preferred generation technologies? Donc, en d'autres termes, est-ce que vous avez des préférences au niveau des technologies de génération d'électricité pour l'avenir? The short answer is no. We don't have a preferred generation mix. What we want is basically the mix of energy sources that will provide competitive prices for consumers, low impact for environment, positive impact for communities. Of course, we assume that some of these technologies will be preferred than others, but at this point, we do not intend to choose which technology is better. We intend to let the consultation describe what is optimal when it comes to future supply. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de préférence à Hydro-Québec sur le type de technologie, mais bien celles qui vont pouvoir fournir l'électricité à un coût compétitif et aussi au niveau environnemental, là, avoir une bonne performance. C'est bien ça, Yves? C'est exact. Parfait. Alors, je vais passer à Isabelle Fontaine qui a une question. Je vais lui demander peut-être de la poser directement. Isabelle, votre micro. Ou je peux la lire, hein, c'est écrit. Non, c'est bon, je vais me lire moi-même. Vous avez mentionné 1100 MWh, si je ne me trompe pas, comme un buffer ou un maximum sur lequel vous pouviez compter en approvisionnement à court terme sur les marchés extérieurs, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un plafond prévu dans la politique énergétique? Oui, à ma connaissance, il y a, puis je ne connais pas le détail, mais peut-être juste une précision. Ça, c'est 1100 mégawatts, donc on peut prendre en une heure, mais on ne le prend vraiment pas toute l'année. Sur la somme de l'année, les importations demeurent quelque chose de très, très marginal. Aujourd'hui, de bien inférieur à 1%. Là. On n'achète pas pour 2 TWh sur une base annuelle sur les marchés extérieurs. Là. Donc, vous avez raison, je ne devais pas mettre de heure ici. Non, mais donc bref, il peut y arriver que dans une heure précise, à la pointe, on ait un pourcentage plus important d'approvisionnement externe, mais sur une base annuelle, ça demeure quelque chose de très marginal. Mais donc, ce 1100, je m'excuse, mais ce 1100 mégawatts, donc par rapport au plafond qui est dans la politique énergétique, qui est à 2,5, si je ne me trompe pas. Bien, le 1100, si on l'achetait toute l'année, on dépasserait par-dessus. Mais si on fait un chiffre facile, là, on va pratiquement 200 TWh, 2,5, ça voudrait dire 5 TWh. Ce serait ça le plafond. On est très loin de là. On a un maximum qu'on se met en énergie, même qu'on planifie plus autour de 3 TWh. Donc, notre stratégie d'approvisionnement ne vise pas du tout de miser autant que ça sur les approvisionnements court terme, donc les achats sur les marchés. Par contre, on trouve que les approvisionnements court terme, les achats sur les marchés, c'est optimal pour des heures très précises dans l'année où il y a une demande beaucoup plus élevée qu'à l'habitude. Donc, on privilégie des achats court terme à des moments précis pour éviter de faire bâtir des infrastructures qui seraient excédentaires 98 de l'année. Merci beaucoup. Paolo Catalan demande pour les contrats à long terme, est-ce que Hydro-Québec Distribution pourrait considérer des termes plus longs que 20 ans, soit 30 ans ou même 40 ans? À la question, est-ce qu'on pourrait le considérer? La réponse est absolument oui.
et pourrait aussi être plus court. Ça, pour moi, c'est un élément intéressant qui pourrait ressortir de la consultation. Il y a peut-être des nouveaux parcs qui se disent, ben moi, si je pourrais être encore plus compétitif puis amener plus de stabilité à ma communauté, j'étais capable d'avoir un contrat de 30 ans, 40 ans, ça m'intéresse, puis je vous ferai une offre plus compétitive. Puis il y a peut-être des parcs existants qui vont dire, moi, en fait, dans ma stratégie de maintenance, je pense que j'ai encore un 5 à 10 ans où mon parc est vraiment intéressant. Puis si vous me forcez à 20 ans, je me ramasse poigné entre deux eaux, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine d'investir. Donc, de la flexibilité au niveau des termes des contrats, c'est probablement quelque chose qui va ressortir, qu'on va essayer de comprendre, nous, dans le processus de consultation. C'est quoi la réalité de l'industrie? Qu'est-ce que vous avez comme réalité en matière autant des nouvelles infrastructures que des anciennes? Qu'est-ce qui est optimal pour vous? Daniel Giguère demande quel impact aura ILO sur votre HILO sur votre prise de décision avant de lancer des nouveaux appels d'offres? Bien, ILO, comme l'efficacité énergétique, fait partie de l'évolution de la demande. Donc, dans le bilan de puissance, ILO, aujourd'hui, c'est essentiellement la maison intelligente. Donc, comment on aide les consommateurs résidentiels à s'effacer en pointe. C'est, je dirais, de façon simple, c'est du déplacement de consommation. Donc, comment on fait préchauffer un petit peu en dehors des heures de pointe, puis qu'on rattrape par la suite, ou comment on déplace le point optimal de consommation. Donc, ça n'a pas beaucoup d'impact en énergie. Ça a quand même des impacts de quelques centaines de mégawatts à long terme sur les bilans puissance. Ça fait partie de l'évolution de la prévision. Il y a, là, je vous le dis à peu près, là, puis je vais me tromper de chiffre, mais de l'ordre de 500 à 600 mégawatts de gestion de demande en puissance qui a été inclus dans l'évolution de la demande. Donc, si on n'avait pas ça, ce serait encore pire le manque de puissance. Je pense que M. Pinault avait une question complémentaire à celle-ci, peut-être une précision qui serait demandée, M. Pinault? C'est par rapport à ILO, mais c'est en complément, c'est que de plus en plus, on considère une entreprise comme ILO est basée sur la prémisse que justement on peut effacer ou déplacer de la demande. En Ontario, on voit des appels d'offres justement sur de la capacité, sur de la puissance qui admettent des effacements de puissance. Et ma question, c'est est-ce que ça serait pas temps de considérer aussi des négawatts ou donc l'effacement ou le déplacement de la puissance comme étant une source d'approvisionnement au même titre que la production supplémentaire? Je pense que la société québécoise est peut-être mûre pour ce genre d'approche. Oui, absolument. Puis je tiens à dire, donc quand vous le voyez dans nos bilans, c'est pour ça même qu'on le présente avec le graphique qu'on vous a montré. On ne l'enlève pas de la demande, on n'essaye pas de le cacher. On le monte, on le met dans le bâtonnet, le bâtonnet jaune. On dit, ça, c'est notre source d'approvisionnement, c'est un négawatt, c'est un effacement en puissance que les clients font. Peut-être la petite distinction, c'est qu'aujourd'hui, on ne on ne favorise pas un modèle dans lequel on aurait un fournisseur externe qui nous vendrait des mégawatts. Ce qu'on vise, c'est à travers les différents marchés, autant ce qu'on fait en tarification dynamique, qu'en GDP affaires, qu'avec ILO, la maison intelligente, qu'avec ce qu'on fait dans l'industriel, avoir de combien de mégawatts on est capable de faire, de générer de l'effacement en période de puissance. Donc, on le met de façon très transparente dans le bilan. On le montre comme un outil. C'est un approvisionnement en soi. Par contre, on ne le fait pas à travers des appels d'offres. Merci. Dave, Maxime Lanctot nous demande si vous allez considérer la remise en service de la centrale de TransCanada Énergie. Elle est comme tous les autres approvisionnements ou infrastructures existantes, elle est dans le bilan en fonction de l'environnement contractuel actuel. Donc, comme pour un parc éolien, où on ne présume pas une prolongation de contrat tant qu'il n'y aurait pas une entente de conclu, c'est la même chose au niveau de TCE. Donc, puis là, lui, il y a un contrat actuellement dans lequel il n'est pas prévu au bilan. Mais à la fin du contrat, il disparaît aussi des bilans comme aujourd'hui. Donc, on ne présume pas d'une disparition de l'infrastructure, tout comme on ne présume pas d'un renouvellement du contrat. Merci. Monsieur Mousseau demande si on a des détails plus précis qui justifient l'augmentation de la demande et les pointes.
Oui, je ne vous le donnerai pas là live, mais dans le plan d'approvisionnement, le premier document qui est déposé à la régie, là, je vous dirais que le bout, là ici on parle à des promoteurs puis des fournisseurs d'électricité, mais le bout qui est le plus exhaustif, c'est la prévision de demande. C'est souvent le bout d'ailleurs qui est le plus challengé devant la régie d'énergie. Donc, au Québec, la prévision de demande là, qui est présentée, je peux vous dire les grandes lignes, là, ce que ça prévoit, c'est une augmentation je dirais, qui suit la tendance historique dans le secteur du résidentiel puis du commercial, qui est essentiellement liée à la démographie, c'est-à-dire qu'il y a une croissance de la population et du parc immobilier au Québec, donc plus de bâtiments chauffés, puis une certaine stabilité au niveau du secteur industriel. Mais pour moi, c'est un peu le problème. Là, on est en période de transformation complète du secteur énergétique, avec des plans d'électrification qui s'en viennent. Et c'est pas très détaillé de voir vraiment comment on inclut ça, comment on inclut les nouvelles technologies de thermopompes et tout. Donc, ça reste, on plaque plus ou moins les vieilles technologies, puis on continue comme ça, ce qui m'apparaît pas vraiment suffisant pour tenir compte d'où on s'en va, là. Parfait. Alors, je comprends que c'est un commentaire sur la prise en compte de l'évolution technologique. Je ne voudrais pas rentrer dans un débat, mais s'il y a un aspect que, Dave, vous souhaiteriez préciser sur cette question-là? Bien, peut-être simplement préciser que s'il y a un suivi à faire, on le fera avec M. Mousseau par la suite, parce qu'honnêtement, on a à peu près 100 pages d'évolution de la demande par capita puis des technologies qui sont utilisées. Donc, le volet prévision de demande est quand même très, très détaillé. Puis tout ce qu'on dépose devant Transition énergétique Québec en matière de l'évolution de la consommation, puis des technologies, puis des programmes qu'on prévoit faire, nous semble très détaillé. Ça demeure très lourd, puis surtout quand on parle du résidentiel, il y a des obstacles technologiques importants, notamment le fait que la majorité des ménages au Québec n'ont pas des systèmes centraux. Donc, la technologie de la plainte, elle évolue pas rapidement, pas en tout. mais donc, si jamais il y a quelque chose à creuser, on le fera en suivi par la suite, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations pour expliquer l'évolution de la demande qu'on voit venir dans la prochaine décennie. Okay. Merci beaucoup. Il y avait, je crois que ça doit être M. Saméré, donc JF, ça doit être Jean-François ou quelque chose du genre, qui nous dit, dans le fond, on comprend que les prévisions ne prennent pas en compte l'effet de la COVID, mais en regardant, elles ne prennent pas en considération les objectifs du plan d'économie verte et l'objectif de réduction de 37,5 des émissions de GES. C'est un commentaire ou une question, enfin, peut-être si tu as un élément de précision à apporter, Dave? Ben, en effet, c'est-à-dire que le plan pour une économie verte n'a toujours pas été publié. Aujourd'hui, la prévision, elle se base, je vous dirais, sur la réglementation en place ou des annonces qui ont été faites. Donc, par exemple, l'électrification des véhicules, il y a des programmes qui existent. On est capable donc de prévoir avec les programmes existants quel genre de cible, quelle quantité de véhicules électriques on pense avoir au Québec dans les 10 prochaines années, puis ça, on peut le mettre dans la prévision. Lorsqu'il y a bien des choses qui sont dites par rapport au 37,5 tant qu'on ne sait pas comment ce 37,5 %-là va être fait, je donne un exemple, s'il va tout se faire en efficacité énergétique chez les gaziers, puis le mazout, puis le propane, bien, ça n'a pas d'impact sur l'électrification, alors que s'il se fait avec des mesures d'électrification, ça affecte notre demande. Donc, aujourd'hui, la prévision se base sur les annonces puis les informations publiques qui sont disponibles. Mais c'est pour ça qu'à chaque année, on dépose un plan aux 3 ans, mais à chaque année, on le met à jour. Donc, on regarde par rapport à la prévision qui a été faite. Donc, le 1er novembre 2020, nous allons déposer un état d'avancement qui va d'ailleurs montrer l'impact du COVID. Puis, s'il y a des annonces qui ont été faites d'ici là, puis il y en aura eu dans le dernier 12 mois, de montrer comment ces annonces-là ont un impact sur la prévision. Parfait. Merci. J'ai M. Pinault là, qui pose beaucoup de questions. Je vais donner la chance peut-être à d'autres. On viendra, M. Pinault, là, si on a encore un petit peu de temps. Sinon, comme je vous le disais, toutes les questions qui n'ont pas été répondues vont trouver réponse sur le site. Alors, I have KK, and maybe this person has a full name. Would you maybe be able to mention who you are? Kshitij Kaushik from Sky Power. Thank you. So is Hydro-Québec only considering generation for future of energy development, or it could be a combination of generation and transmission? Donc, en d'autres termes, est-ce que Hydro-Québec va considérer uniquement
la génération d'énergie future ou pour des futurs développements ou une combinaison de génération et de transmission. Je ne sais pas si la question est claire, Dave, ou si... I'll take a crack at it. If my assumption is correct, is we're only assuming generation. Obviously, when it comes to generation, there are going to be some transmission costs that are going to be involved if it's generation in Quebec. But if you mean, are we assuming that with future transmission lines, we will be able to import more electricity? The answer is no. We're assuming that our ability to import power is limited to what's currently in the bilan, and therefore we're not assuming an increasing reliability on export markets. Does that answer your question? What I wanted to say, if I can just say two things. For the transmission, what I meant was when you are putting in these renewable generation or any sort of generation, the existing infrastructure needs to be strengthened, right? So whether the strengthening of or reinforcement of the infrastructure, a transmission line or a distribution line, would all that be in the consideration by the Hydro-Québec, or that would be a separate focus group which would be working on that for strengthening? Because you have to have storage, you have to have generation in order to meet your energy needs. And in order to cater to that, the transmission lines or the distribution lines needs to be reinforced or strengthened. OK. Alors, rapidement, je pense que la question porte sur, effectivement, est-ce que la consultation porte uniquement sur la génération d'électricité ou tout ce qui va être nécessaire en termes de stockage, en termes d'infrastructure de distribution? For us, our concern is the ability to supply Quebec reliably, and therefore we're looking at generation, but our assumption is that through this consultation, some of the promoters will be talking about some of their issues with the transmission system and some of the challenges when it comes to transmission. So that will be covered through the consultation process. Thank you. Okay. Donc, je vais prendre aussi des questions maintenant de personnes qui ont peut-être moins intervenu jusqu'à maintenant. Je reviendrai pour les autres. Donc, on a Jimmy. Donc, on n'a pas le nom de famille, mais donc Jimmy, peut-être vous nommer, Monsieur Jimmy. Jimmy Royer. Jimmy Royer. Alors, est-ce que l'utilisation de stockage d'électricité pourrait être également prévue pour diminuer la demande de puissance en période de pointe? Donc, question de Jimmy Royer. Absolument. Actuellement, quand on anticipe l'évolution de la demande en énergie et en puissance, la place grandissante des nouvelles technologies, comme les batteries, fait partie de l'évolution de la demande. Je ne vous mentirai pas, puis vous pouvez le creuser à travers le plan d'appro, ça demeure quelque chose de relativement marginal sur l'horizon du plan. Donc, même chose avec le solaire, il y en a, on en anticipe une croissance, mais ça a un impact relativement marginal sur l'évolution de la demande. Par contre, c'est quelque chose qui est appelé à grandir, donc oui, c'est pris en compte dans notre évaluation des besoins. OK, merci beaucoup. C'est une très bonne réponse. Je voudrais juste rajouter aussi que l'impact des véhicules électriques aura aussi une signification et qu'on peut éventuellement utiliser les véhicules électriques aussi comme stockage de batterie d'électricité, je veux dire, pour la demande. OK, merci. Parfait. Je vous invite d'ailleurs à ce genre de commentaires ou de suggestions, de recommandations. On vous invite à les faire également dans le questionnaire qui va vous être transmis. Alors, j'ai François Toussaint là, qui demande si est-ce qu'Hydro-Québec Distribution tient compte du potentiel de croissance de production d'électricité provenant de Hydro-Québec Production au cours des prochaines années. Donc, devenir des réfections de centrales ou de l'augmentation de sa capacité de production. Non, même de la même façon qu'un parc qui aujourd'hui, disons, une capacité de 10 MW dirait, moi, je suis capable de passer à 15. Si le producteur lui dit, moi, je suis capable de transférer une centrale de 300 à 400, nous, tant qu'on n'a pas un contrat avec la personne, ce n'est pas pris en compte. Les bilans, là, puis je sais que c'est une réponse qui, des fois, les gens la trouvent plate, mais les bilans, c'est vraiment une vision. Qu'est-ce qui est déjà signé contractuellement? On sait qu'on peut compter pour approvisionner le Québec. Donc, les capacités des différents fournisseurs à nous en donner plus ne sont pas pris en compte dans le bilan.
Très bien, merci beaucoup. J'ai Marion Ben Kadi qui demande si les réseaux de transmission auront la capacité de gérer cette génération supplémentaire. C'est un peu une question qui est revenue tout à l'heure, mais peut-être le préciser encore à nouveau. C'est probablement quelque chose sur lequel il faudra vous revenir parce que je ne suis pas un expert sur la question de la transmission là-dessus, là, mais non, pour l'instant, quand vous dites que certaines zones sont privilégiées, nous, notre intention, c'est autant au niveau des technologies qu'au niveau des régions, ce n'est pas de privilégier des zones. Évidemment, ça peut affecter l'économique des différents promoteurs s'ils sont dans une région où les coûts associés à la transmission sont plus élevés. Parfait. Donc, Stéphane Boyer a suivi la question sur la centrale au gaz de TransCanada Énergie à Bécancour. Est-ce que le bilan actuel prend en compte une production à partir de cette centrale? Quelqu'un me corrigera si je me trompe, mais la réponse est non. C'est-à-dire, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de production qui est anticipée dans le bilan. Donc, c'est l'état contractuel actuel dans lequel il n'y a pas de production à partir de la centrale de TCA. Merci. Steve Buchot demande si dans les futurs appels d'offres, est-ce que toutes les régions seront éligibles? Donc, il donne l'exemple de régler le goulot d'étranglement au Bas-Saint-Laurent ainsi que Chaudière-Appalaches. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie puissent participer éventuellement. Donc, est-ce que dans le fond, est-ce que les appels d'offres sont ouverts à toutes les régions? Toutes les régions seraient éligibles? Absolument. Toutes les régions seraient éligibles. Puis ce genre de réalité-là, qui, par exemple, peut limiter le potentiel d'une région parce qu'il y a une contrainte technique, c'est ce qu'on espère que vous allez faire ressortir dans le cadre de la consultation. Dans le sens que si on passe à côté, je vais donner l'exemple du vent, d'un gisement de vent incroyable, puis d'une opportunité avec l'industrie de faire de la production à prix très compétitif, puis un enjeu au niveau de la transmission, il faut qu'on le sache pour voir comment on est capable de surpasser, je dirais, cet obstacle-là pour aller tirer profit de l'opportunité. Donc ça fait partie de ce qui devra être couvert dans le cadre de la consultation. Parfait. Je vais demander à Cédric Arbez de peut-être poser sa question de vive voix. Bonjour. Moi, c'est simple. C'est la plupart des contrats que je connais sont en termes d'énergie. Est-ce qu'Hydro serait, dans ces nouvelles, pour le sujet aujourd'hui, serait plutôt intéressé de travailler en puissance, tout simplement, au niveau contractuel? C'est vraiment intéressant comme question, puis ça fait justement partie de ce qu'on aimerait qu'il ressorte, c'est-à-dire, aujourd'hui, on le fait comme ça parce que c'était un peu la norme de le faire de cette façon-là, puis on a un contrat un service d'intégration éolienne, que c'est le producteur, finalement, qui prend l'énergie puis qui nous garantit la puissance. S'il y a des parcs qui disent, nous, on pense que dans notre réalité, on aimerait mieux prendre un engagement de puissance, c'est clairement quelque chose qu'on va regarder avec vous, là. Donc ça, si l'industrie nous dit arrêtez de nous considérer comme l'énergie, vous pouvez nous considérer en puissance, on va regarder avec vous comment on est capable de le faire d'une façon qui fait des gagnants des deux côtés, là. Merci. J'ai M. Sanré qui pose une question que j'aimerais peut-être qu'il la pose lui-même et qu'il explique un peu plus. Il mentionne que la flexibilité de l'un n'est pas nécessairement celle de l'autre. Comment y arriver avec un processus d'appel d'offres? Peut-être vous pouvez préciser votre question, M. Sanré. Non, je pense que c'est très clair. J'ai bien entendu la notion de la flexibilité, de la différente longueur de contrat, de faire connaître dans les contrats, dans les consultations, les préoccupations de tout un chacun, mais le tout va être fonction du type d'engagement contractuel aussi. Donc, la notion, c'est comment est-ce qu'on peut maximiser la flexibilité à l'intérieur d'un processus d'appel d'offres. Bien, pour nous, maximiser la flexibilité, ça veut dire pour la diversité des promoteurs puis des manufacturiers qui existent dans le marché puis des technologies. Donc, aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans une démarche qui vise à identifier une approche qui va faire 50 de perdants. Le but, c'est que le plus de joueurs possible soient capables de nous offrir de l'énergie à prix compétitif avec des bénéfices environnementaux et sociaux les plus importants. Donc, plutôt que de le faire dans un cadre, prenons l'exemple de l'exemple que quelqu'un a plutôt posé la question sur le terme ou l'autre sur l'énergie versus la puissance, plutôt que de dire on va l'évaluer d'une seule façon, on fait cette démarche-là dans les prochains mois pour voir est-ce qu'on est capable de l'évaluer de plus qu'une façon puis de donner plus de flexibilité aux différentes technologies puis promoteurs de nous offrir de l'énergie d'une façon qui convient mieux à leur réalité à eux.
Merci. Alors, je vais prendre une dernière intervention de Pierre-Olivier Pinault, là, que j'avais laissé passer tout à l'heure. Il dit « La politique énergétique 2016 du Québec a pour cible une augmentation de 25 de la production d'énergie renouvelable, ce qui équivaut à 50 TWh. Cette politique énergétique ne va-t-elle pas nous remettre en excédent et résoudre les enjeux d'approvisionnement? » C'est une question super intéressante. D'où il vient ce 50 TWh-là? Est-ce que c'est des projets au niveau du producteur qui vont servir à exporter davantage ou électrifier davantage? Ou est-ce que c'est des projets de type gaz naturel renouvelable ou biomasse qui ne vont pas passer par la production d'un électron? Aujourd'hui, quand on regarde, nous, ce qu'on voit comme évolution du marché, là, on ne voit vraiment pas un scénario dans lequel on se retrouve en excédent important. Mais en même temps, nous, on ne se sent pas contraint, là, puis je ne sais pas si c'est le bon terme de le dire comme ça, à donner des nouveaux contrats pour 50 TWh s'il n'y a pas de demande. Donc, le processus dans lequel on s'engage, c'en est un basé sur, je vous dirais, deux réalités, une réalité contractuelle existante, puis une évolution de la demande. Si la demande n'est pas au rendez-vous, bien, clairement, il y aura moins de nouveaux contrats qui devront être donnés. Si la demande est plus qu'au rendez-vous, bien, il y en aura plus. Pour l'instant, on laisse un peu la demande qui vient avec l'électrification sonner le pas. Parfait, merci. Donc, ça faisait le tour un peu des questions que j'avais dans la conversation. On arrive également au terme de l'heure qu'on s'était donnée pour la séance. Donc, effectivement, si vous avez d'autres questions, là, s'il y a des questions qui vous viennent en tête, on vous donne jusqu'au 30 juin pour envoyer ces questions-là à l'adresse qui est ce que Maxime, mon collègue Maxime vient de mentionner. Alors, je ne la lirai pas parce qu'elle est très difficile. C'est une série de lettres. Alors, vous pouvez la retrouver là et c'est également dans la présentation. Donc, vous aurez le temps donc de réfléchir à la présentation qui vous a été faite et également de poser vos questions. Alors, Dave, je vais te laisser le mot de la fin là, pour conclure et parler des prochaines étapes. Merci Jacques. Donc, merci à tous d'être venus. On réitère, ça c'est rapide, puis j'imagine que plusieurs personnes sont sur leur faim puis nous diront qu'ils veulent en savoir plus. C'est le but de la consultation. C'était vraiment un lancement pour se voir virtuellement un premier coup. Mais vous allez recevoir, puis si vous ne l'avez pas, écrivez à l'adresse qui vous a été communiquée dans la présentation. Normalement, vous allez recevoir le formulaire en début de semaine prochaine. On vous invite à remplir ce questionnaire-là pour avoir le portrait le plus complet possible de l'industrie. Puis, si vous désirez participer ensuite dans les consultations subséquentes, n'hésitez pas à le signaler à travers le formulaire ou l'adresse courriel. Mais notre objectif, c'est vraiment d'être capable à l'automne de dire nous avons un portrait de la diversité des promoteurs, des opportunités, puis de travailler à voir comment on est capable d'aller tirer le profit, les bénéfices maximum des infrastructures existantes. Merci à tous. Merci.